Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. À l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, le président sénégalais Macky Sall a quitté Dakar pour Kigali afin d'assister à l'inauguration de l'usine Biotech Africa, une usine de pointe pour la fabrication de vaccins ARN messagers destinés à lutter contre le paludisme et la tuberculose. Une information que nous détenons de la présidence sénégalaise depuis Dakar. Justement, à propos de Biotech Africa, la mise en place de la phase principale de l'usine Biotech qui produira des médicaments et des vaccins au Rwanda est terminée. Arabi a fait le tour pour voir cette usine après des mois de travaux pour l'installation des bioteneurs. Visite de lieux dans ce récit avec Kassim Youssouf. C'est dans la zone industrielle de Masoro, dans le district de Gasabo, que cette usine est installée et déjà sa partie principale comprenant de bioteneuses est prête. Certains Rwandais employés à l'usine pharmaceutique BioNTech sont heureux de l'opportunité que le gouvernement leur a accordée en trouvant de l'emploi dans l'usine qui sera la solution de fabrication de médicaments et des vaccins sur le continent d'Afrique, sur le continent africain, laquelle aura la capacité de fabriquer 50 millions de doses par an. Depuis maintenant une année et environ 5 mois que le projet de construction de cette usine pharmaceutique a débuté, des Rwandais comme d'autres ressortissants des pays de l'Union africaine y ont trouvé du travail et sont 50% de tout le personnel. Une fierté pour le pays comme le Rwanda où cette usine est construite, dit Ouasse Gisèle, chargée du recrutement à la BioNTech. Actuellement, on a 20 employés qui travaillent dans divers départements, au niveau de la production, au niveau de la supply chain, procurement, transfert de technologie, etc. Ces 20 employés viennent un petit peu du Rwanda, mais aussi de l'Union africaine. On a des collègues qui viennent du Zimbabwe, qui viennent du Kenya, qui viennent du Nigeria, etc. Pendant la construction du site ici à Kigali, on a aussi une part en parallèle au niveau des ressources humaines. On travaille sur la formation. Donc 19 des employés viennent de terminer une formation en fait, où ils ont acquis, on va dire, les bases nécessaires pour pouvoir travailler dans la production de mRNA, pour la production de vaccins. On espère, au moment où on commencera la production, d'avoir au moins 100 employés ici sur le site à Kigali. Donc vous comprenez que le recrutement est continuel et qu'actuellement on est aussi en plein recrutement. On encourage beaucoup les jeunes ici au Rwanda et au niveau de l'Union africaine qui ont l'expertise requise de postuler pour pouvoir nous rejoindre pour ce projet important pour, on va dire, l'Afrique en général, pas seulement pour le Rwanda, mais l'Afrique en général. En tant que Rwandaise, ce que ce projet est pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir travailler dans le premier site de production de vaccins ici en Afrique. Je pense qu'on a pu le voir pendant la période du Covid, au moins au niveau d'inégalité au niveau de la distribution des vaccins, et avoir un site comme celui-ci ici en Afrique qui pourra produire les vaccins en Afrique pour les Africains, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment une fierté et ça va avoir de l'impact. Ça va créer du travail, mais ça va aussi, augmenter au niveau des capacités et des connaissances des Rwandais et des Africains en général qui travailleront ici. Le Rwanda est le premier pays à disposer de cette usine avant d'autres pays, notamment le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui ont également des accords avec BioNTech. La construction de cette usine est l'un des méga-projets du pays d'une valeur de 100 milliards de francs rwandais. 10 Rwandais travaillent actuellement dans cette usine et on s'attend à ce qu'en 2024, ce nombre atteigne 100 employés après avoir acquis des connaissances de la part des experts de BioNTech.
Je viens de l'apprendre à l'instant, le président sénégalais Macky Sall est bien arrivé à Kigali. Il précède d'autres délégations qui vont donc assister à ces grands événements au niveau africain. Retour en actualité nationale dans une émission à la télévision nationale ce dimanche. Le ministre des Finances et de la Planification économique et son homologue de l'administration locale ont fait savoir que l'importance accordée à l'opinion du citoyen a fait que l'impôt sur les biens immobiliers soit revu à la baisse, passant de 0 à 300 francs rwandais par mètre carré à 0 à 80 francs rwandais selon l'emplacement de ce bien. Les précisions avec Kassim Youssouf. La loi déterminant les sources des revenus et du patrimoine des entités décentralisées publiée au journal officiel en septembre cette année stipule que le taux d'imposition applicable aux biens immobiliers selon l'emplacement est de 0 à 80 francs rwandais par mètre carré de la superficie d'une terre. Au mois de novembre dernier, les instructions du ministre des Finances et de la Planification économique relatives à la mise en exécution de cette loi ont été également publiées. L'impôt sur le bâtiment et la terre est fixé à 0,5% de la valeur marchande. Une parcelle et un bâtiment à usage résidentiel de 3 étages notamment sont taxés au taux de 0,25% de la valeur marchande. Un immeuble avec plus d'un propriétaire, chacun sera redevable de l'impôt de la partie qu'il utilise, exception faite du parking et des escaliers pour un bâtiment de plusieurs niveaux. C'est comme ce que nous disions concernant les endroits où il n'y a pas des infrastructures. Nous avons récemment demandé aux entités administratives de base de répertorier dans les villes et leurs périphéries où les villes pourront s'étendre. Et il y a ceux qui l'ont fait avec l'objectif de vouloir réaliser plus de recettes fiscales. Et nous leur avons dit que cela ne doit pas être un fardeau pour les citoyens, mais qu'ils doivent considérer les limites effectives de la ville et non tout le plan directeur, notamment les zones où des infrastructures ne sont pas encore mises en place. Les résidents ne doivent pas être concernés et c'est pourquoi nous avons dit que c'est entre 0 et 80. Ces entités peuvent dire que telle zone est dans la catégorie 0 jusqu'à ce que des infrastructures y soient mises en place. Tout cela pour éviter qu'il y ait des gens qui soient bousculés par une telle loi. Et c'est pourquoi nous apportons des précisions pour que ceux qui sont chargés de la mise en exécution de la loi puissent comprendre. Ceux qui n'ont pas de moyens sont bien connus et il peut arriver qu'on demande que des facilités soient accordées et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des conseils exécutifs qui devraient trouver des solutions appropriées. basanga ari ngombwa ko bamworohereza bakamworohereza niyo mpamvu bafite inama njyanama baritoreye zibahagarariye niko kazi kazo zikemeza ibintu byorohereza abaturage. L'auto imposable à un bien immobilier à usage commercial est de 0,3% de sa valeur marchande et les bâtiments à usage industriel de 0,1%. Une parcelle de 2 hectares et moins à usage agricole est exemptée de l'impôt, tout comme les terrains situés à des endroits où il n'y a pas encore des infrastructures telles que des routes et l'électricité. Une parcelle ou un bâtiment d'une valeur de moins de 5 millions de francs rwandais en cas de vente sont exemptés de l'impôt, mais celui qui vend une propriété versera un impôt de 2,5% de la valeur marchande et si c'est une société, le taux imposable est de 2%. Le taux de l'impôt sur le revenu locatif notamment est de 0% pour un revenu locatif annuel de 1 franc rwandais à 180 000 francs rwandais, de 20% pour un revenu locatif annuel de 180 000 francs rwandais à 1 million de francs rwandais et de 30% pour un revenu locatif annuel supérieur à 1 million de francs rwandais. L'impôt sur la mutation de parcelles, sur le titre de propriété du bien immobilier et la terre, sur l'enregistrement de la terre,
sur la réhabilitation des bâtiments, sur la construction de clôtures, sur l'autorisation de bâtir dans les quartiers, sur l'attestation de vie et de décès, sur la transformation du bois en charbon notamment, est supprimée. La population de la ville de Palma, dans la région mozambicaine de Cabo Delgado, se félicite du retour progressif à la normale dans cette ville. Notre collègue Jean-Damascène Manichimoué se trouve donc sur place et puis il a sillonné différents quartiers de cette ville et nous donne ici la physionomie globale des affaires dans cette ville. Ici, nous sommes à l'hôtel Amarura, c'est dans la localité de Palma, dans cette ville de Palma, l'un des districts de cette province de Cabo Delgado au Mozambique. Alors ici, la vie reprend normalement après les attaques terroristes qui ont ensanglanté particulièrement cet hôtel de Amarura en 2021, au mois de mars. Il y a eu vraiment un carnage. Et selon les témoignages des agents de cet hôtel et des habitants de la région, il y a eu un carnage, il y a eu beaucoup de morts et quelques rescapés ont pu se réfugier ailleurs. Ce n'est qu'en novembre 2021 que l'hôtel a pu rouvrir ses portes. Et pour le moment, les activités vont bon train, les activités sont en cours. Il y a des agents, des touristes qui viennent se reposer, demander des services ici à cet hôtel. Et c'est un signe, la réussite de cet hôtel, c'est un signe du retour à la normale dans cette ville de Palma, avec le concours des forces rwandaises de défense et des forces de police. Mais même si la situation est redevenue normale, si la population peut vaquer à ses occupations, nombreux sont encore les gens qui n'ont pas oublié, qui sont en tout cas très loin d'oublier ce qui s'est passé ici. Ils ne souhaitent pas que les forces rwandaises puissent quitter cette région, puisque le retour à la vie normale est le résultat des opérations menées par les forces rwandaises de défense qui stationnent ici depuis juillet 2021. Ici, nous sommes en plein centre de Palma. Cette localité de Palma avait été, comme toute la province de Cabo Delgado, pendant longtemps secouée par les attaques terroristes qui avaient mis en danger la vie de la population locale. Pour le moment, la situation est redevenue normale. La plupart des populations qui avaient fui leur domicile sont retour, ils ont regagné leur domicile. Ils vaquent quotidiennement à des occupations, essentiellement le commerce, mais aussi les activités agricoles. La population de cette ville de Palma se félicite de ce retour à la normale. Et la population rend hommage aux autorités mozambicaines qui ont collaboré avec les autres pays, notamment le Rwanda, pour rétablir l'ordre dans cette localité de Palma. Après avoir connu une nette dégradation dans les années 90 suite aux tragiques événements ayant touché le pays, la forêt des Gishwati-Mukura a été progressivement réhabilitée par les autorités rwandaises avec l'appui de ses partenaires, mais aussi grâce à la mise en place d'une politique de responsabilisation de la population à protéger cet écosystème, source des richesses et des développements économiques, mais aussi de la survie de l'humanité. Chaque année, la superficie consacrée aux forêts dans le monde ne fait que rétrécir, surtout dans les régions tropicales. En 2018, la surface mondiale des forêts tropicales détruites représentait 12 millions d'hectares, l'équivalent de 30 stades de football chaque minute. Cette déforestation entraîne d'autres conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'humanité, notamment un dérèglement climatique, des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue, une menace croissante sur le moyen de subsistance d'une personne sur 5 dans le monde. Le phénomène extrême tend à se multiplier suite à l'action humaine décisive sur la nature, notamment des forêts. Nous avons changé la façon dont on fait la production de ce qu'on avait besoin. Alors cette production cause l'émission des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, comme le méthane et autres.
Alors ces gaz piègent la chaleur du soleil dans notre atmosphère. Alors cette chaleur-là cause l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Et quand la température augmente, il y a le changement dans les précipitations, il y a le changement dans la fréquence des pluies, les orages et autres. Et c'est là que nous voyons que tout change, les saisons ont changé parce que la cause principale, c'est l'activité humaine. Situé au Rwanda, le parc national de Gishwati-Mukura s'étend sur 2 districts, Rutsiro et Ngororero, en province de l'Ouest. Pour l'histoire, Gishwati a été créé en tant que réserve naturelle en 1930 et couvrait environ 250 000 hectares. Il a été progressivement réduit tout d'abord à 28 000 hectares en 1970, puis une chute brutale de 8 800 hectares en 1990. En 2002, ce joyau ne couvrait plus que 600 hectares. Pour survivre, la population vivant dans et autour de la forêt a pratiqué plusieurs activités illégales, allant de la coupe forestière illégale, en passant par les braconnages, mais aussi l'exploitation minière illégale. Face à l'animal, nous avions notre stratégie. Nous attaquions en groupe. L'un de nous distrayait l'animal, tandis qu'un autre le frappait d'un autre côté avec sa lance. Nous refaisons cela jusqu'à ce que l'animal tombe par terre. On le prenait pour aller le manger. Le lundi, je me levais pour aller couper les bambous. Le mardi, je ramenais le bois de chauffage de la forêt. Le mercredi, j'allais arracher les racines de certaines espèces. Le jeudi, je plaçais mes pièges dans la forêt et le vendredi, je passais voir si les pièges avaient pris, ainsi que le samedi. Et si j'attrapais un animal, je le ramenais à la maison pour manger. Peut-être que cela est dû au manque de moyens financiers du propriétaire de la parcelle d'arbres. Vous savez, les arbres prennent en moyenne 12 à 15 ans avant d'atteindre leur maturité. Alors, certaines personnes, lorsqu'ils ont de soucis d'argent, abattent les arbres avant qu'ils n'atteignent leur maturité. De 2008 à 2012, la forêt de Gishwati a augmenté de taille, passant de 886 hectares jusqu'à plus de 1400 hectares grâce à des différents projets initiés par le gouvernement rwandais avec ses partenaires. C'est en 2016 que cet écosystème a été classé comme Parc national de Gishwati-Mukura. On est parvenu à ajouter autour de 800 hectares, de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Gishwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Gishwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA, qui a joué un rôle ultime vers l'érection de Gishwati-Mukura comme parc national en 2016. En plus de ces différentes initiatives, les autorités rwandaises ont lancé un programme participatif ambitieux, Umuganda, impliquant toutes les forces vives du pays. Ces travaux communautaires se déroulent une fois par mois, le dernier samedi. Outre les nettoyages des rues, la lutte contre les érosions du sol sur les collines, tout Rwandais est invité souvent à planter un arbre afin de protéger les collines, mais aussi favoriser la reforestation du pays. Le gouvernement rwandais a décidé de partager 10% des recettes touristiques avec la population vivant autour des parcs, des fonds qui ont servi à financer différents projets avec les coopératives locales. Vous savez, pour nous qui vivions près de ce parc, avant l'arrivée de ces différents projets, nous menions des activités hostiles contre le parc, sa flore et sa faune. Mais avec les différents projets du gouvernement, nous avons bénéficié du gros et petit bétail. Nous avons compris notre responsabilité à protéger ce parc. Quand nous avons besoin d'argent, nous vendons une partie de notre bétail. Nous avons obtenu aussi des semences pour planter. Ces différentes aides nous ont dissuadés d'attaquer ce qui se trouve dans la forêt.
L'autorité locale essaie de mettre en garde ceux qui s'attaquent aux arbres, car néfastes pour le parc, sa faune et sa flore, et rappelle que des sanctions sont prévues par la loi. Et il arrive que certaines personnes obtiennent de l'argent rapidement, mais causent du tort à la forêt. La population doit respecter la loi, car le non-respect de la loi expose le contrevenant à des sanctions. Avec la main du tourisme, les parents peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants, ainsi que l'assurance maladie de la famille, tout en devenant le gardien de l'écosystème, et cela permet en définitive de réduire le conflit entre l'homme et la nature. Ce projet me réjouit car nous avons reçu des porcins et avec la vente de ces animaux, nous pouvons payer notre mutuelle de santé. Chaque fois que nous avons un souci financier, nous vendons une de nos bêtes et nous résolvons notre problème. Avant, mon mari passait son temps à traquer les animaux dans le parc et avec son butin vendu, il allait s'enivrer avec de l'alcool traditionnel et cela créait des conflits dans notre foyer. Mais maintenant, avec les revenus obtenus des recettes du parc, notre vie a changé. Mon mari a aussi changé. Désormais, si quelqu'un s'attaque au parc, je vais moi-même le dénoncer. Après un certain nombre de mesures courageuses prises par le gouvernement rwandais avec l'appui de ses partenaires, le parc de Gishwati-Mukura a vu sa superficie augmenter pour atteindre 35 km². Comme pour encourager ces différentes initiatives, le parc national de Gishwati a connu une reconnaissance internationale en obtenant le qualificatif de réserve de biosphère. Une chose à noter, c'est que le parc de Gishwati-Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux gens de la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Gishwati est un exemple de l'écotourisme. À son meilleur, les recettes de chaque visite contribuant à la réforestation, à la protection et la conservation de la flore et de la faune diversifiée du parc et à l'amélioration de la situation des communautés environnantes. Le développement de la population vivant autour du parc est une priorité pour nous. Avant, les gens menaçaient le parc car ils ne connaissaient pas son importance. Maintenant qu'ils ont compris cette importance, ils doivent voir aussi les bénéfices de le protéger, raison pour laquelle nous leur proposons ces différents projets générateurs de revenus. Gishwati-Mukura abrite un groupe varié de chimpanzés qui vivent aux côtés des dizaines de singes dorés et des singes bleus, des chimpanzés orientaux dénommés Imundu en langue locale, mais aussi d'oiseaux dont 232 espèces observées à Gishwati et 163 à Mukura. La population vivant dans et autour du parc protège l'écosystème et combat ainsi celles ou ceux qui veulent le détruire. Tout le monde est gagnant dans ce deal. Retour au studio, justement, cela nous a permis d'introduire sur la COP 28 qui s'est achevée le 12 décembre dernier à Dubaï, un sommet qui a marqué les 8 ans de la signature de l'accord de Paris. Les parties signataires ont passé en revue et évalué les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'accord et ses buts à long terme. Pour faire un tour d'horizon de ces grands rendez-vous, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans cet entretien de la semaine Monsieur Aimable Twahirwa, expert en communication et en changement climatique. Bonjour donc et bienvenue à Arabié sur la télévision rwandaise. Bonjour Patrick, et je remercie Arabié pour cette invitation d'abord. Voilà, vous avez participé donc à la COP 28 à Dubaï il y a un peu moins d'une semaine. Que peut-on retenir de ces grands rendez-vous mondiaux? Comme vous le savez, la COP se tient chaque année. Donc la COP 28, ça a quand même le
générer des résultats que je dirais positifs parce qu'il y a d'abord une feuille de route qui a été élaborée pour l'élimination des combustibles fossiles. C'est la première dans l'histoire de la COP parce que d'habitude, comme vous le savez, les combustibles fossiles sont utilisés dans la production industrielle des pays industrialisés surtout. Et comme vous le savez, donc ça a été la première chose, un acquis pour la COP. L'autre chose, c'est juste les pays ont convenu de doubler la capacité énergétique et aussi l'efficacité énergétique. Quand on parle d'efficacité, c'est-à-dire utiliser moins de ressources pour générer l'énergie. Parce que vous savez, le continent africain est le plus affecté par le manque d'énergie, le manque d'électricité. Autre chose, c'est juste la mise en place du fonds dommages et de dédommagement qui a été réclamé depuis la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Donc ça a été un acquis, je dirais, parce que les pays même ont fait des promesses. Donc, mais c'est une goutte dans l'océan, mais quand même, on voit que c'est un acquis pour la COP 28. Nous allons y revenir en tant qu'expert en changement climatique. De quoi peut-on se réjouir pour l'avenir de la planète? Je dirais tout d'abord, pour le continent africain d'abord, comme je venais de le dire, donc les combustibles fossiles, si le continent africain est le moins polluant, alors qu'il est le plus affecté par le changement climatique, par les effets de changement climatique. Donc c'est un acquis quand on voit que les pays industrialisés venaient de définir la feuille de route, même si le calendrier n'est pas bien établi, mais on voit quand même qu'il y a l'espoir dans l'avenir que les pays africains puissent s'en sortir de cette situation. Oui, et donc, quels sont donc les défis auxquels le monde doit s'attendre? Vous savez qu'au moment où les besoins sont immenses pour inverser un peu la courbe sur le réchauffement climatique, avec ses effets comme nous avons vu dans l'élément qui est passé tout à l'heure, les moyens mis sur la table pour faire baisser les niveaux actuels du gaz à effet de serre restent encore en deçà des attentes. Oui, tout à fait. Au fait, comme vous le savez, depuis le Code de Paris, il y avait des objectifs mondiaux d'adaptation. Donc, pour aider les pays en développement, surtout en Afrique, pour s'adapter, mettre en place des mécanismes d'adaptation pour pallier aux effets de changement climatique. Mais quand on voit quand même qu'il y a les défis, parmi les défis, c'est le financement. Quand il n'y a pas de financement, même s'il y a des promesses qui ont été faites récemment à Dubaï, on voit que ce n'est pas suffisant. C'est comme une goutte dans l'océan. Donc, il y a besoin de mobiliser plus de financement, malgré l'existence des promesses, mais les promesses doivent aller de pair avec les financements. Il faut que les pays les voient à la hausse, les financements qui sont incroyables à travers le fonds de dommages pour les dommages et de dédommagement qui a été mis en place avec Dubaï. Les principaux pays contributeurs du monde, est-ce que vous avez senti qu'ils étaient réceptifs à répondre à cette attente? Tout d'abord, je dirais que les pays n'étaient pas encore prêts parce que vous savez, quand il s'agit des négociations, d'abord, il y a les partis qui sont d'un côté ou de l'autre, mais on voit qu'au départ, ils ont insisté que le fonds, finalement, même le bloc Afrique a accepté, le groupe Afrique, bien sûr, les négociateurs africains, ils sont convenus que le fonds va être hébergé par la Banque mondiale, mais ce n'est pas du tout efficace si la Banque mondiale doit héberger le fonds. Il faut que le fonds soit indépendant et opère au niveau de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc, ça fait partie de l'un des défis. Et puis, la mise en œuvre aussi, ça fait partie. Si on dit que les pays vont doubler les capacités énergétiques, le continent africain dispose de potentialités pour les énergies renouvelables. C'est une transition pour quitter les énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables. Il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des financements. Donc, les pays ont besoin de financements adéquats pour pallier aux effets de changement climatique. Merci beaucoup à vous, Aimable Twahirwa. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes expert en communication sur les changements climatiques et que vous venez donc de participer à la COP 28 à Dubaï, ce grand rendez-vous du climat qui s'est donc achevé le 12 décembre dernier. C'est donc avec vous que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un bon dimanche à notre compagnie.